Un beau matin de l'été 1908, à Montmaux, petite bourgade du Nord. Il y a quelques jours, je viens d'être officiellement admis dans la Buse, la brigade universitaire de Sainte-Éléonore. Ce nom n'a aucun sens à l'oreille d'un non-initié, bien entendu. Mais à ce que l'on m'a raconté, son fondateur était un homme particulièrement difficile à cerner, un gentleman au flegme, à l'intuition et à l'intelligence légendaire. Un peu comme ce célèbre détective anglais. Je me balade dans les rues de la ville, accompagné de mon supérieur, un quadragénaire au teint un peu blafard, José Spéret. Un homme, un vrai, tout droit sorti du terroir. Il me raconte souvent toutes sortes d'histoires abracadabrantesques sur sa jeunesse à Paris. Ce jour-là, mes oreilles se délectent de sa toute dernière aventure. Au détour d'un passage piéton, il se serait fait sauvagement sauter dessus par un ours enragé qui l'aurait maîtrisé à main nue. Il se serait ensuite lié d'amitié avec celui-ci sous l'ombre d'un palmier. Je le soupçonne d'enjoliver les faits, mais tout de même, quel homme! Au point culminant de son récit, un coup de feu retentit dans une ruelle avoisinante. La panique s'empare de moi et de mon compère. José reste planté là, abasourdi. Le regard plongé dans le vide, la bouche grande ouverte, prêt à lâcher un filet de bave tel un molosse. Nul doute que ce coup de feu a réveillé ses instincts les plus primitifs. Soudain, il reprend connaissance et me lance abruptement. On dirait bien que quelqu'un s'est fait poignarder. Allons-y, allons-y. Je le fixe brièvement, un sourcil levé, l'autre froncé. Cependant, le temps n'est pas propice à être dubitatif, et José et moi accourons dans la direction du coup de feu en question. Nous arrivons devant un vieux bâtiment, tout effrité, lugubre, dont suinte un liquide à la texture étrange. Nous montons, étage par étage, en donnant quelques coups d'œil aux environs en passant, jusqu'à arriver au tout dernier étage du bâtiment, dont une odeur pestilentielle s'échappe. Au détour du couloir, j'entends un vague gémissement, semblable à ceux que José pousse quand il arrange sa cravate dans les toilettes. Mon acolyte et moi nous dirigeons en sa direction, et nous atterrissons devant la porte d'un vieil appartement. Ni une ni deux, je m'élance de tout mon corps, afin d'enfoncer la porte récalcitrante, en mettant au passage plein la vue à mon supérieur. Cependant, il me regarde d'un air atterré. Sans doute avait-il oublié de mettre ses chaussettes ce matin. Et, à l'intérieur du logement, un cadavre est allongé au sol, en position fétale. Devant ce spectacle macabre, j'osais pas rappeler d'un enfant. Il descend aussitôt, me laissant seul, livré à moi-même. Une scène de crime sous les yeux. Il est temps de mener une enquête plus approfondie. Je dégaine mon guide du petit détective, prêt à en découdre. En me baissant, je trouve un impact de balle dans le torse de la victime. Encore chaud, entouré de soufre. Donc, il s'agit d'un coup à bout portant. Je l'ai lu dans une nouvelle de ce fameux détective hongrois. Je viens déjà de trouver la cause de la mort. Il reste maintenant à examiner au peigne fin chaque recoin de la pièce. Une table circulaire trône en son centre. Dessus, un vase de fleurs renversé et la nappe, au motif de très mauvais goût, était à deux doigts de tomber. De toute évidence, la victime s'y était cramponnée, emmenant les fleurs du vase avec elle vers une mort certaine. De l'autre côté, un coffre-fort traînait au sol, au pied d'un tableau représentant un vieux monsieur au regard réprobateur. Comme si j'étais l'auteur de l'assassinat de ces pauvres fleurs. Après quelques secondes à le défier du regard, je m'avoue vaincu, et je décide de jeter un coup d'œil au coffre-fort, qui a vraisemblablement été éclaté au sol, puis piétiné, puis arrosé, sans oublier les coups de marteau apparents qui lui ont été portés. De toute évidence, l'auteur du forfait déteste les hommes, les vases et les coffres-forts. Je me lance dans une intense réflexion, afin de déterminer quel genre d'odieux personnage pourrait en vouloir à un innocent coffre-fort.
Perdu dans mes pensées, je ne me rends même pas compte que José Perret est revenu, accompagné d'un jeune homme, habillé d'une longue veste pourpre, très belle ma foi, et d'un superbe béret, une pipe en plastique à la bouche, et une paire de gants en velours aux mains. Le regard sérieux, il effectue un mouvement à 180 degrés, sans doute afin d'aller balbutier quelques mots doux à l'oreille de José Perret, mon supérieur. Un moment attendrissant. Puis, il effectue de nouveau un virage à 180 degrés, et il avance, le regard toujours aussi grave, quoique empreint d'un brin de malice, vers la scène du crime. À son tour, il examine la pièce de long en large, de haut en bas, dérangeant un peu tout à son passage. Peut-être qu'il est l'homme de ménage de la victime, tout compte fait. Trop occupé à me l'imaginer en uniforme de soubrette. Je ne remarque même pas qu'il s'est assis nonchalamment sur le vieux canapé dont les ressorts apparents chasseraient n'importe quelle personne, un tant soit peu sensé. Mais lui, l'homme de ménage, n'en a que faire. Il faut croire que c'est une profession plus dangereuse qu'il n'y paraît. Soudain, il se lève brutalement, renversant au passage un pauvre verre d'eau qui s'éclate dans un fracas retentissant, montant le compteur de victimes à 4. Cet appartement doit être hanté. Quoi qu'il en soit, il se lance dans une explication invraisemblable quant à la nature du meurtre de l'homme qui, depuis les 45 dernières minutes, gît à nos pieds comme une vulgaire boule de chemise mal repassée. Les déductions du servant sont sans queue ni tête. Il emploie des mots qui n'ont aucun sens collés les uns aux autres. Et surtout, son accent nordiste trahit un certain manque de finesse. Toutefois, ne le jugeons pas. Il ne s'agit que d'un humble servant. Soudain, José me tapote légèrement le pied, me faisant signe du regard de quitter la pièce. Confus, je lui lance à mon tour un regard comme pour lui demander « Vous avez envie que je vous accompagne aux toilettes ?» Il me répond cette fois-ci d'un coup de pied bien prononcé, d'un regard agacé, comme pour me dire « Tais-toi, crétin, et sortons. Ce détective à la manque me sort par les trous de nez. Allons appeler la police. » Du moins, c'est ce que je comprends. Jugeant pour le mieux de le laisser seul dans la pièce, afin de rendre hommage à son défunt maître, José et moi descendons les escaliers, et nous repartons suivre le cours de notre petite balade bucolique, après que José eut pris le temps d'aller aux toilettes, derrière des buissons. Puis il reprend le cours de son histoire, comme si rien ne s'était passé. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à la nouvelle que j'ai eue le soir précédent, de ce célèbre détective brésilien.